Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Jérôme, merci de ta venue sur Voice of Industries. Aujourd'hui, on va parler d'IoT et en particulier d'applications de l'IoT dans l'industrie. Donc ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter, ton activité et nous parler un peu plus de Skiply également. Eh bien, bonjour Mathieu, merci de m'avoir invité. En tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler industrie, surtout dans le domaine des objets connectés. Donc moi, je suis Jérôme Chambard, je suis le cofondateur de Skiply avec Sébastien Moulis. Donc Skiply, on est fabricant français d'objets connectés. On fait aussi des plateformes, bien entendu, pour collecter ces données dans plein de domaines et notamment dans l'industrie. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'IoT ? Ou l'Internet des objets en français. C'est une très bonne question et en plus je pense que les réponses sont multiples. Souvent on parle du marché de l'IoT. Pour moi ça n'existe pas vraiment en réalité. L'IoT c'est l'autre façon de parler des capteurs en fait. Parce que quand moi j'ai fait mes études d'ingénieur, on parlait de capteurs. Et c'était des capteurs qui étaient connectés à des automates par exemple, à plein de choses. Et on s'est mis, c'est juste qu'aujourd'hui on a des technologies qui nous permettent de récupérer ces données sans fil, avec des technologies radio, sous tout un tas de formes, et donc on en collecte beaucoup plus et on en collecte beaucoup plus facilement. Et donc on a appelé ça de manière un peu générique l'IoT, mais en réalité il y a beaucoup de choses aujourd'hui derrière ce concept, des choses qui n'ont rien à voir. Une caméra de surveillance par exemple aujourd'hui, elle peut être considérée comme faisant partie du marché de l'IoT, et pourtant pour moi il n'y a rien de commun entre une caméra de vidéosurveillance et un capteur de vibration sur une machine par exemple. C'est clair. Et d'ailleurs on parle maintenant depuis quelques années de l'IoT, c'est un peu un buzzword, on va dire techno. Mais concrètement, à quel point ça s'est développé aujourd'hui sur le terrain ? Alors aujourd'hui, je pense aujourd'hui c'est une réalité pour tout le monde et je pense que ça l'est depuis longtemps. C'est juste que les évolutions les plus rapides, elles se sont faites sur les technologies de télécommunication entre c'est ce qu'on va appeler un capteur, un objet et un serveur, et donc quelque chose qui va traiter finalement ces données. Et c'est là-dessus que ces dernières années, il y a eu une grosse accélération et des nouvelles technologies qui ont émergé, qu'on n'avait pas avant, et qui permettent par exemple d'avoir des capteurs qui vont fonctionner plusieurs années, on parle vraiment en années, sur pile. Ce qui est quand même incroyable. Enfin, moi, il y a 20 ans, on m'aurait dit ça, je pense que je n'y aurais pas cru, et aujourd'hui, c'est une réalité. Je pense à des technologies, une technologie française, Sigfox, qui a été pionnière dans ce domaine. Aujourd'hui, on voit beaucoup LoRaWAN, et puis aussi, dans la 5G, il y a des technologies qui ont été intégrées à la 5G pour permettre aux objets de communiquer toujours en utilisant un minimum d'énergie. Alors, je pense que ta vision globale est intéressante parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est un peu dans notre quotidien depuis pas mal de temps. Mais si je regarde un peu le monde industriel et en particulier nos clients, nous, ça fait que 2-3 ans qu'on voit réellement des déploiements un peu à l'échelle de ces technologies chez les industriels. Qu'est-ce que tu observes de ton côté et comment tu peux expliquer qu'il y a eu un certain temps avant que ça se généralise dans l'industrie ? Je pense que ce temps, il est naturel. Il n'est pas lié d'ailleurs forcément que à l'industrie. Il est aussi du fait que on prend des technologies comme LoRaWAN, elles ne sont matures que depuis quelques années en réalité. Et donc je pense qu'il y a beaucoup aussi d'industriels, mais d'autres, encore une fois, d'autres secteurs qui attendent de voir quels standards vont émerger pour pas faire d'erreur, pour pas partir sur une technologie qui ensuite sera plus maintenue, ou moins maintenue, ou pas adaptée, ou de nouvelles choses qui vont émerger. Donc je pense qu'il y a eu longtemps un attentisme. Il y avait une espèce de, on appelle ça dans les startups la POC-mania. Donc on fait plein de tests dans tous les sens, on essaie des tas de trucs en essayant de voir ce que ça va donner, mais les décisions, quand il s'agit d'investir plusieurs millions sur des milliers d'objets, ça prend beaucoup plus de temps et honnêtement je le comprends. Alors là tu viens de mettre les pieds dans le plat sur un sujet que je voulais aborder, c'est on parle de techno, donc de standards. Et comme tu l'as dit, c'est un sujet pour les industriels de savoir sur quel standard miser et quelque part être sûr de faire les bons choix. Tu as parlé de Sigfox, de LoRa, on peut parler d'NB-IoT et autres. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est quoi le recul qu'on a sur tous ces standards ? Et quelles sont les tendances de fond que tu observes et que tu vois dans ton quotidien ? Alors clairement aujourd'hui on a quand même 4 grandes technologies qui se dégagent. Alors j'ai quand même cité Sigfox parce que ça reste un pionnier. Ils ont eu quelques difficultés ces dernières années. Ils sont en train de relever un petit peu la tête. Sigfox c'est une techno qui est bien adaptée quand il y a un objet isolé qu'on a envie de connecter à un endroit. Typiquement dans l'industrie c'est pas forcément une techno
très adaptés. On pourra développer s'il faut. Ensuite, on a une techno comme LoRa qui de facto est un petit peu devenu le standard pour récupérer des données quand on veut être propriétaire de l'ensemble du réseau, donc créer son propre réseau privé. Donc on va mettre ce qu'on appelle une gateway, donc une antenne dans l'usine, une ou plusieurs en fonction de la surface à couvrir, et on peut être quasiment complètement autonome pour gérer son réseau IoT. Donc ça apporte quand même beaucoup d'avantages, et c'est vrai que cette technologie-là aujourd'hui, elle est supportée, elle est backée par de nombreux industriels importants, donc on peut considérer qu'elle est mature et qu'elle est de facto en train de devenir le standard dans ce domaine. Je confirme, c'est ce qu'on voit chez nos industriels, ils sont aujourd'hui tous partis sur du LoRaWAN privé. Tout à fait. Alors ça c'est pour ce qu'on appelle les LP WAN, c'est-à-dire là on est sur des bandes non licenciées. On est sur les bandes en France, c'est les bandes autour de 868, sans rentrer dans les détails 868 mégahertz, oui, bien sûr. Et après on a une deuxième catégorie qui est plus liée à la 5G. Alors même si c'est plus compliqué que ça, mais enfin on va simplifier. Il y a NB-IoT et LTE-M. Donc ça c'est des technologies qui sont opérées par des opérateurs qu'on connaît tous. Ça peut être SFR, ça peut être Orange en France par exemple, et qui fonctionnent sur des bandes licenciées. Elles ont d'autres avantages, par exemple en termes de volume de données, elles peuvent envoyer beaucoup plus de données, elles peuvent être beaucoup plus flexibles que LoRaWAN. Par contre, elles ont un gros inconvénient, c'est que il faut un opérateur pour les déployer, et même si on parle de 5G privé, c'est 5G privé sous couvert d'un opérateur. D'accord. Donc ça peut être aussi problématique pour certains industriels. Alors juste par exemple pour Skiply, nous on utilise 3 technologies, on utilise Sigfox, LoRaWAN et LTE-M, donc il n'y a pas de gros mots pour nous, mais c'est pas les mêmes cas d'usage. D'ailleurs, ça va être une question. Tu parlais donc LTE-M et NB-IoT qui permettaient d'avoir plus de flexibilité en termes de débit, etc. Est-ce que, en contrepartie, c'est des technologies qui sont moins adaptées pour avoir des capteurs autonomes qui fonctionnent sur batterie typiquement, ou est-ce que c'est tout aussi adapté que le LoRa et le Sigfox ? Alors en fait c'est toute une question d'équilibre, et en fait la question c'est est-ce que le protocole il permet cet équilibre. C'est déjà vrai dans le LoRaWAN, c'est-à-dire qu'aujourd'hui plus le payload en fait est grand, plus la quantité de données envoyées sur le LoRaWAN est grande, et plus l'énergie consommée est importante puisque le temps dans l'air va augmenter. C'est juste qu'avec LTE-M, évidemment quand on se met à vraiment envoyer beaucoup d'informations, mécaniquement on va être moins autonome. Par contre on sait être aussi efficace en LTE-M et en NB-IoT. Alors il y a des différences, mais l'avantage c'est la flexibilité que ça apporte. C'est-à-dire, si on veut choisir d'avoir des grands débits, on va consommer plus. Si on veut moins de débit, moins de données, on va consommer moins. Donc le choix, la flexibilité, on se met au bon compromis en fonction de l'usage. Tout à fait. On a parlé de ces technos, du choix de ces technos qui pouvaient être un frein. Est-ce qu'il y a d'autres freins, autres que, on va dire, choisir la bonne techno, qui font qu'on n'a pas encore des déploiements massifs de l'IoT dans l'industrie ? Est-ce que tu vois d'autres sujets ? Alors la difficulté de l'IoT, c'est souvent d'arriver à prouver les retours sur investissement. Et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre en fait. C'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites il y a quelques années. Alors pour info, à la mode de l'IoT, c'était 2016. Alors dans la tech, ça marche comme ça. Il y a une année, une mode. Donc ça commence à faire 8 ans déjà. Et à l'époque, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées. Il y a eu beaucoup d'échecs aussi, ça refroidit un petit peu tout le monde, et les ROI qui ont été donnés à l'époque n'étaient pas à la hauteur. Donc on est vraiment sur un cycle où il y a on retrouve un peu le cycle de Gartner avec des attentes déraisonnables. On a été un peu au creux de la vague, voilà. Et aujourd'hui il faut être beaucoup plus efficace sur la démonstration du ROI. Et ok, vous allez investir dans du matériel, mais donc il y aura de la maintenance, il y aura des choses à faire, il y a un coût, et donc bien être clair sur le bénéfice qu'on va apporter pour pouvoir vraiment convaincre les décideurs. Comme on parle de concret, de retour sur investissement, mais surtout d'usage, est-ce que tu peux nous donner quelques cas concrets d'usage dans l'industrie de ces technologies ? Alors un cas que j'aime beaucoup, parce que je l'ai vu dans beaucoup d'usines, et je pense que c'est quasiment quelque chose qui est qu'on va trouver dans toutes les usines, c'est la gestion des déchets. Je parle souvent de ça parce qu'il y a quelques années, j'ai visité une usine d'un grand équipementier que je citerai pas, qui m'avait expliqué qu'il avait mis des QR codes sur ses bacs à déchets pour faire pour faire les demandes d'enlèvement en fait de ces bacs. Donc concrètement, il avait mis des QR codes sur les couvercles, et donc les gens étaient censés scanner le QR code pour ensuite appuyer sur un bouton et demander l'enlèvement, donc c'était à la demande. Et ça, le but du jeu, c'était d'économiser un poste à temps plein d'une personne dans l'équipe qui tournait en permanence pour aller voir s'il fallait relever, on parle d'un très grand site, s'il fallait aller relever des containers. Et il me dit, écoutez, ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché pour une raison simple, c'est qu'en fait les téléphones portables sont interdits dans l'usine.
Ah, donc QR code, pas de téléphone, voilà. Ce qui n'est pas de marché. Exactement, mais c'est un bon exemple. Et c'est un bon exemple à quel point des fois on réfléchit technologie et on passe à côté de choses énormes. Et là, pour le coup, les solutions connectées, alors nous en l'occurrence chez Skiply, on propose aussi des boutons connectés, des boutons d'appel, des boutons de demande de service. Et donc il suffisait de poser ces boutons sur les containers et quand la personne passe, elle n'a pas besoin de son smartphone, elle appuie sur le bouton, ça va tout ça, c'est direct, c'est immédiat, c'est efficace. Et pour le coup, Suez propose ça à ses clients aussi, hein, donc ils ont vous pouvez aller voir hein, sur YouTube, ils ont fait une vidéo très intéressante là-dessus, ça s'appelle MyButton. Ils ont développé toute une offre justement d'automatisation de la collecte des déchets avec les produits Skiply. Ah, ok, avec le bouton connecté permet de déclencher la demande d'enlèvement. Et non seulement de déclencher la demande d'enlèvement, mais aussi de s'assurer qu'elle a bien été réalisée, puisqu'après il y a une quittance qui est faite sur les boîtiers. Et donc c'est un bon exemple de système un peu déporté, sans utiliser le smartphone, sans avoir une licence. Parce que là, pourquoi l'industriel initial il avait utilisé les QR codes ? C'est parce qu'avant, les gens ils devaient aller trouver un poste équipé de SAP chez un collègue pour pouvoir faire une demande en bonne et due forme au prestataire, donc ils perdaient encore plus de temps. Donc il y a une vraie recherche d'efficacité et on n'a pas très envie de payer des gens à faire des demandes d'enlèvement de bennes. C'est pas l'objectif. C'est la tâche avant voilà. Par excellence. C'est très concret ça. Alors nous de notre côté, on a vu pas mal d'usages, on va dire, qui sont un peu dans le prolongement de ce que faisaient les industriels avec des capteurs classiques, mais où l'IoT quelque part a permis de réduire énormément le coût d'instrumentation. Je pense à des systèmes de surveillance vibratoire sur des machines tournantes, des moteurs de pompe, des choses comme ça, des surveillances par exemple d'inondations dans des sous-sols, des capteurs sur les comptages d'énergie et autres, mais je dirais on reste dans des choses qui existaient déjà auparavant et là tu nous parles d'un exemple je pense qui est assez nouveau dans l'industrie qui sont ces boutons connectés, mais je crois que vous avez développé encore d'autres approches à la fois pour du suivi de temps. Tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais, tout à fait. En fait, nous, on est très attachés au process. Effectivement, c'est ce que je disais d'ailleurs en introduction. Hein. Aujourd'hui, l'IoT a permis vraiment de rendre les capteurs plus faciles finalement d'accès. Parce qu'aujourd'hui, quand on peut aller avoir une donnée sans la connecter, sans la câbler, sans mettre tout un système derrière, c'est plus efficace et c'est moins cher. Et ça, je le comprends bien. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais encore dans l'industrie... La métrique, c'était un capteur, 1500 € pour collecter du capteur, sans tenir compte du prix du capteur. Exactement. Nous, chez Skiply, on a un peu des ovnis là-dedans, parce que le capteur technique nous intéresse assez peu, mais pas qu'il n'est pas intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses très bien, et encore des gens qui font une exploitation excellente, comme Optimistic par exemple. Nous, on va aller plutôt chercher des optimisations de process. Je vais t'en citer une autre. Donc l'exemple, c'est on est chez un fabricant aéronautique qui veut chercher un moyen de fluidifier en fait le process avec son fournisseur de nettoyage. Donc c'est des cabines de peinture, et donc ces cabines de peinture, parfois il faut les nettoyer, parfois il faut... alors je sais plus, il y a 4 opérations, hein, donc je suis pas un spécialiste malheureusement de ce domaine, et c'est pareil, ils ont mis des boutons. Et donc quand ils appuient sur un bouton, le fournisseur est averti et puis donc il va aller réaliser la prestation de nettoyage et ça va facturer aussi cette prestation. C'est-à-dire que concrètement, si l'usine a fait 4 demandes de nettoyage dans la semaine, ils vont avoir une facturation de 4 services. Mais ce qui veut dire aussi qu'ils ont la personne sur le site a le choix du type de prestation grâce aux différents boutons qu'il y a sur le site. Tout à fait, exactement. Parce qu'en fait, tu ne peux pas prédire ça à l'avance. Donc c'est vrai qu'avant, par exemple, alors le ménage c'est le gros de notre activité quand même, hein, malgré tout, et ça nous concerne tous, hein, ça concerne aussi bien l'industrie que les grandes surfaces. Et c'est vrai que dans le domaine de la propreté, avant, on faisait des prestats en fait à la semaine en disant je vais passer 3 fois par semaine et puis ça ira bien. Alors avec le télétravail, mais aussi avec la façon de travailler des industriels d'aujourd'hui, ça marche plus. Si la cabine elle a été utilisée intensivement pendant une journée et pendant 4 heures, il faut la nettoyer et peut-être qu'après pendant 3 jours il n'y aura aucune demande. Donc ça permet aussi de vraiment développer des nouvelles façons de travailler avec les gens sans pour autant complexifier le système en mettant en place des choses trop complexes, quoi. Alors, sur base de toutes ces expériences et ces retours que tu as du monde industriel, mais pas que, quelles seraient tes recommandations pour un industriel qui souhaite sauter le pas, passer le pas et
je dirais se lancer dans l'utilisation d'Internet des objets? Je crois que d'abord la première chose, c'est qu'il faut quand même se poser une question fondamentale, c'est dans quelle mesure j'ai envie d'être autonome et en contrôle de mon réseau. Et je crois que c'est la question à se poser aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, les technos qu'on a cités, elles fonctionnent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous, on fait par exemple, je prends LoRaWAN, c'est déployé aujourd'hui dans des villes, dans des aéroports, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Et à l'inverse, LTE-M, ça marche aussi très très bien. Donc la première vraie question à se poser, c'est quelle est finalement la technologie qui va être le plus adaptée à ma philosophie d'exploitation et à ce que je veux en faire aussi, et à ma volumétrie. Et ça, je pense qu'il faut prendre le temps de se poser. Et c'est pas si simple, parce que chaque prestataire va venir avec sa solution. Il va dire, moi, je te dis, le LoRaWAN, c'est ce qu'il me faut. Voilà. Il faut faire attention à une autre chose, c'est que ça, on le voit dans le domaine du comptage, par exemple, du comptage d'eau. Je disais que chaque fournisseur avait sa solution, mais il m'est arrivé d'aller chez des clients qui avaient en parallèle, sans le savoir, 4 ou 5 réseaux LoRa privés, parce que chaque fournisseur de compteurs fournissait sa propre solution. Sur ce sujet, je te rejoins. Nous, on a des industriels qui sont venus nous solliciter en nous disant, j'ai chaque fabricant d'équipement qui me propose sa solution logicielle pour traiter la data, et on veut pas de ça, parce qu'on n'a pas envie d'avoir à gérer, à administrer 50 solutions. Donc, envoyez-les dans la solution d'Optimistic, mais il y a un vrai enjeu de simplicité. Et toi, tu le vois en termes final, c'est-à-dire tu le vois sur la data finale. Mais moi, là, je te parle même d'antennes. C'est-à-dire que concrètement, ils avaient 4-5 fois le nombre d'antennes nécessaires, parce que chaque antenne ne se parle pas, évidemment. Tout ça parce qu'en fait, les fabricants d'objets du départ, et je reparlais un peu des échecs du passé et de la hype un peu autour de l'IoT, chacun arrivait avec sa solution complète, quoi. Donc on se retrouve dans des situations aberrantes. Déjà, techniquement, c'est un gros problème, parce que les réseaux, ils se perturbent entre eux. Et ça montre à quel point il n'y a pas eu de réflexion en amont pour se dire, ok, dans mon usine on utilise cette technologie-là, et je vais avoir X clients internes, métiers qui vont tirer dessus, ok, il y a lui en termes pour les machines, lui pour les prestations. C'est ce que l'aéroport de Lyon a très bien fait, par exemple, et là il faut les saluer, parce que c'est là qu'on voit que le marché est mature. Donc c'est Skiply qui opère le réseau LoRaWAN privé de l'aéroport de Lyon, et aujourd'hui tous les gens qui veulent proposer des solutions LoRaWAN, ils doivent passer par ce réseau privé. Et là on est sur des approches beaucoup plus rationnelles, ils sont en contrôle total de leur réseau, et en termes d'efficacité, c'est dur à battre quand même. Et puis même en termes de coût, mais c'est sûr, c'est bien sûr d'avoir 4 fois la même technologie. Mais tout à fait. Et pour le coup, la contrainte, c'est aussi que le réseau soit ouvert. Donc ça veut dire que ça marche aussi sur certaines technologies, et je reviens au choix de la technologie. Il y a des technologies qui permettent ça, où au final le coût après de l'objet est marginal, c'est-à-dire qu'on a payé l'infrastructure. Une infrastructure LoRaWAN bien conçue, elle gère ensuite des milliers d'objets. Donc le coût marginal de l'objet à la fin, il devient relativement faible. Par contre, il y a un investissement de départ, et il n'est pas négligeable. Il y a un moment, il faut quand même déployer des antennes, il faut quand même déployer un système. Donc ça, c'est le premier choix. Et puis après, il y a le deuxième choix qui est de se dire, mais moi je ne vais pas m'embêter avec ça finalement, déployer mon propre réseau, j'ai pas les ressources, j'ai pas les moyens, ça m'intéresse pas. Et là, il y a des prestataires qui font ça très bien, et des opérateurs, on parlait d'Orange et d'OBS, qui aussi déploient des réseaux industriels, et ils font ça très très bien. Donc c'est aussi une question de philosophie, et de vraiment se dire, mais ok, qu'est-ce qui est adapté non seulement à la façon dont j'exploite, mais aussi à mes cas d'usage, et à la façon ensuite dont je vais répartir mes coûts. Je pense que c'est très clair. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Je pense qu'il a permis d'éclairer nos auditeurs sur le sujet de l'Internet des objets. Merci beaucoup, Jérôme. Avec plaisir, et puis à bientôt alors. Salut.